Bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle série, qui sera sûrement la série principale de ma chaîne. Ça doit exister, j'ai pas encore regardé, je regarderai sans doute après la réalisation de cette vidéo, si ça existe, mais en gros, l'idée ça serait de, par exemple, là, là je suis sur la page d'accueil de Wikipédia, et il y a un bouton, je pense que vous le savez, qui s'appelle article au hasard, et donc si on clique dessus, on sera mené vers un des millions d'articles de Wikipédia et j'ai eu l'idée qu'on va le lire, qu'on va en lire un ensemble. Et du coup, je vais le lire et au montage, je mettrai des petites images qui potentiellement expliqueront les trucs que je vais dire. Allez, là je suis sur la page de Wikipédia et je tombe sur, attention, le syndrome d'irradiation aiguë. Alors déjà, on m'indique que je lis un article de qualité. Attention. Alors, le syndrome d'irradiation aiguë, ou syndrome aigu d'irradiation, abrégé par SAI, ou fièvre des radiations, ou encore anciennement maladie des rayons, ça doit être quand même bien daté, parce que maladie des rayons, c'est pas un nom qui claque. Alors que par exemple, syndrome d'irradiation aiguë, là voilà, tout de suite, voilà, c'est plus classe. Désigne un ensemble de symptômes, donc un symptôme c'est... je vais essayer d'expliquer vite fait, parce que je vais sûrement pas connaître tous les mots en bleu. Un symptôme, c'est... je sais même pas la définition exacte, j'ai regardé. Tu sais, il y a des mots comme ça que tu connais, mais en fait non. C'est un signe fonctionnel, est un signe clinique qui représente une manifestation d'une maladie. Donc, en gros, c'est un truc qui se passe quand t'as une maladie potentiellement mortelle, donc c'est un ensemble de symptômes qui est potentiellement mortel, qui résulte d'une exposition ponctuelle des tissus biologiques. Donc les tissus biologiques, je crois que c'est des cellules, des trucs comme ça. Alors je suis pas sûr, je m'avance pas à 100% dans ce que je dis, mais voilà. D'une partie importante du corps, le corps humain, quoi, à une forte dose. Une dose, c'est par exemple, j'ai pas de texte, donc du coup, je suis absolument en live. Mais une dose, c'est par exemple une quantité de rayonnement ionisant. Alors, je crois que ça doit contenir des ions, normalement. Alors, on va tout de suite regarder ce qu'il y a un rayonnement ionisant. Et d'un rayonnement capable de déposer assez d'énergie dans la matière qu'il traverse pour créer une ionisation. Donc, qu'est-ce qu'une ionisation? On va regarder ça aussi. L'ionisation est l'action qui consiste à enlever ou ajouter des charges à un atome. Ah, d'accord, ok. En gros, c'est ajouter des charges à des atomes dans le corps humain, quoi. Donc, par le biais de rayons X, des rayonnements alpha, bêta ou gamma, ou encore des flux de neutrons. Les sources naturelles de rayonnement ne sont pas assez puissantes pour provoquer le syndrome, de sorte qu'il résulte le plus souvent d'activités humaines. Donc par exemple des accidents nucléaires dans un laboratoire, une centrale nucléaire, donc un accident de criticité, c'est un truc grave, explosion d'une source radioactive puissante, source médicale ou d'instrumentation, explosion atomique, assez violent, et pollution nucléaire. Donc par exemple je pense notamment aux gens qui déversent des produits radioactifs dans des bassins, dans des rivières publiques. Et voilà. Il se manifeste généralement par une phase prodomique non létale. Donc non létale, létale ça veut dire qui tue. Et donc comme c'est non létal, ça ne tue pas. Donc ça ne peut pas tuer. Dans les minutes ou les heures qui suivent l'irradiation. Donc l'irradiation c'est l'exposition à des matériaux radioactifs. Elle dure quelques heures à quelques jours et se manifeste le plus souvent par les syndromes suivants. Donc diarrhée, tu défèques abondamment. Nausée, tu vomis. Non, nausée c'est pas du vomi. En gros, tu te sens mal, t'as mal à la tête et tout. Vomissement, là tu vomis. Anorexie, c'est le manque d'appétit, donc c'est mis entre parenthèses. Donc je pense qu'il y a deux types d'anorexie. Il y a la maladie de l'anorexie où t'es super mince et le manque d'appétit. Donc là, ça concerne le manque d'appétit. L'érythème, donc qui est une rougeur de peau. Merci Wikipédia, ça du coup j'ai pas cliqué sur l'article. S'ensuit une période de latence dite Walking Ghost Phase, donc la phase du marcheur fantôme, d'apparente guérison, donc en gros tu crois que t'es guéri, d'autant plus courte que l'irradiation était sévère. Donc par exemple, je prends l'exemple qui va revenir je pense souvent dans l'article de la bombe atomique Little Boy larguée sur Hiroshima en 45, qui était vraiment violente, et donc normalement la Walking Ghost Phase a été courte, vu que l'irradiation était vraiment très violente. Donc pour ceux qui ont survécu bien sûr. Sinon voilà. Elle dure quelques heures à quelques semaines. Et c'est quand même
une fourchette de l'extrême. Quelques heures, quelques semaines, c'est radicalement différent. Enfin survient la phase aiguë, potentiellement mortelle, qui se manifeste par un vaste spectre de symptômes possibles, dont les plus fréquents sont liés à des troubles hématopoïétiques, donc qui affectent la production des cellules sanguines, gastro-intestinaux, donc ça c'est tout ce qui concerne le système digestif, cutané, donc ça concerne la peau, genre des boutons, des trucs comme ça, respiratoire, donc tout ce qui est poumon, et cérébrovasculaire, tout ce qui concerne, je crois, le cerveau, il me semble. Pas sommaire, hein, je vous mettrai un petit screen, je pense. Putain, c'est tellement long. Alors là, du coup, on a le symbole qui est bien connu, qui indique la présence de la radioactivité. Donc, symbole connu, et bien souvent détourné, par exemple, dans les miniatures, des trucs comme ça. Et là, on a les photos absolument fabuleuses d'un homme qui était irradié, enfin, un homme ou une femme, je ne sais pas, qui a été irradié par la bombe atomique, donc Little Boy, donc j'en parlais tout à l'heure, qui a été largué sur Hiroshima en 1945. Donc on voit bien que c'est un peu linéaire et ça marque vraiment la peau, quoi. On est typiquement sur des trucs, des érythèmes. Donc, histoire et contexte. Parce que bien sûr, il y a une histoire du syndrome, hein, sinon c'est pas. Donc pour plus d'informations, les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, les listes d'incidents nucléaires et les armes nucléaires. Donc si vous voulez aller vite fait check pour mieux comprendre ce que je vais dire, parce que je n'ai pas la science infuse, hein, mais les explications que je vais donner risquent d'être plus ou moins très floues, je vous invite à regarder ces articles. Si les effets de l'irradiation chronique commencent à être connus chez les pionniers de la radioactivité, par exemple Marie Curie qui a... Alors, je ne sais pas, je crois qu'elle a découvert le plutonium, il me semble. Donc les pionniers, c'est les chercheurs, les trucs comme ça. Et certains travailleurs du nucléaire, programme nucléaire soviétique, ce n'est que lors des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki que les effets d'une radiation aiguë ont été découverts. Donc avant, genre Marie Curie, les chercheurs, ils savaient absolument pas que les bombardements atomiques pouvaient avoir des conséquences après le bombardement. Le syndrome d'irradiation aiguë a été directement à l'origine de 5 à 15% des décès. Alors, je crois qu'il y a eu 200 000 décès, donc c'est quand même un pourcentage assez élevé. Soit, voilà, ils le disent après, soit de l'ordre de 7000 morts sur un total de l'ordre des 70 000. Donc voilà, donc là on voit que je me suis quand même bien planté sur les chiffres, hein. C'est vraiment merci Wikipédia de foutre bien au fond. Essentiellement dû aux brûlures et aux chocs consécutifs à l'explosion. Le drame des Hibakusha, du japonais victime des bombardements, a vite été connu du grand public et a fait l'objet d'études médicales. Par la suite, quelques accidents nucléaires et radiologiques provoquèrent des victimes, accidents de criticité lors d'expériences. Donc on va aller regarder ce qu'est un accident de criticité. Alors, un accident de criticité désigne un accident nucléaire provoqué par une réaction nucléaire en chaîne, involontaire et incontrôlée dans un combustible nucléaire fissile comme l'uranium ou le plutonium. Donc, c'est un accident nucléaire, normalement. Lors d'expérience, le cas de Louis Slotin est le plus connu, ou dans les réacteurs nucléaires, catastrophe de Tchernobyl. Retombée de l'essai nucléaire, Castle Bravo, du programme américain. Donc c'est un essai, donc... Apparemment, l'accident catastrophe de Tchernobyl serait lié à l'essai nucléaire de Castle Bravo, du programme américain. Explosion accidentelle à des sources radioactives de stérilisation. Donc stérilisation, c'est... excusez-moi, je renifle, on est en décembre, je meurs. Stérilisation, c'est le fait de ne plus pouvoir donner la vie. Radiothérapie... Alors, non, ça doit pas être ça. Stérilisation, c'est autre chose. Je confonds. Oui, la langue française a 20 000 mots qui veulent tous dire la même chose. Ok, pas du tout. La stérilisation... Ah bah oui, je suis con. En gros, quand tu stérilises un truc, c'est que tu enlèves les microbes de le truc. Par exemple, quand tu chauffes de l'eau à 100 degrés ou plus, tu enlèves les microbes. Radiothérapie ou génération de chaleur. Dans le cas de Tchernobyl, et d'après les documents de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le nombre de morts consécutifs à un syndrome d'irradiation aiguë serait d'environ 28. Ok. La défense face à une menace nucléaire majeure a motivé des études sur la prévention et le traitement de la maladie. Ceci nonobstant, nouveau mot qu'on découvre à l'instant,
Le syndrome a été largement étudié par les puissances nucléaires à des fins militaires offensives et défensives. Pour l'attaque, la bombe à neutrons est destinée à rendre le personnel immédiatement inapte au combat par irradiation aiguë. Les bombes salées, à forte retombée, à contaminer des terrains comme technique d'Aera Denial, interdiction de zone avec mon fabuleux accent anglais. Donc, les neutrons, la bombe à neutrons, ça doit être un truc pas cool vu qu'il y a bombe dedans. Alors, la bombe à neutrons, qu'est-ce que ça fait? Conçu pour libérer une grande partie de son énergie sous forme d'émissions neutroniques. Le rayonnement inflige des dégâts au tissu organique. Ouais, non, c'est pas cool. Ça tue, ça. Et donc oui, c'est destiné à rendre le personnel immédiatement inapte au combat par irradiation aiguë. Et les bombes salées, les bombes plutôt salées. Qu'est-ce que c'est que les bombes salées? On va le savoir. C'est une arme nucléaire construite sur le modèle de fission, fusion, fission. Ok. D'accord. Alors, apparemment, il n'y a pas de sel. Peut-être. Alors, on va faire un CTRL F sel. Aucune correspondance. Donc, ça n'a, à mon avis, rien à voir avec le sel. Voilà, donc là, sur la photo, on a une fillette de 11 ans qui avait perdu ses cheveux plus d'une semaine après l'explosion d'Hiroshima. Elle se trouvait dans une maison en bois à 2 km de l'hypocentre. Ah oui, quand même, c'est plutôt une forte explosion hein, qui était là. Voilà. Impact de l'irradiation sur les tissus. Mesure de l'exposition. La mesure de l'impact d'une exposition aux radiations prend en compte trois facteurs principaux. L'énergie déposée dans un tissu par le rayonnement, l'impact relatif du type de rayonnement, la sensibilité relative au tissu de rayonnement ionisant. Oh là, ouais, il y a des formules mathématiques, je pense que je vais perdre mes yeux à la fin de l'article. Les trois grandeurs principales sont utilisées. La dose radiative dt,R est l'énergie par unité de masse déposée par un rayonnement R dans un tissu T. Oui. Son unité dans le système international est le Gray. Donc 1 GY égale 1 kJ. Ouais, voilà, 1 kJ. Waouh! J'ai eu raison. Je suis très fort. Voilà. L'équivalent de dose est la dose radiative corrigée de l'impact du rayonnement, efficacité biologique relative, et se mesure en Svierz. Sivière. Comme quand tu sur les matchs de foot quand tu vas chercher un joueur blessé. Voilà, c'est la blague nulle. Elle est donnée par HT égale WRDT,R, où WR est le facteur de pondération du rayonnement, bien sûr, ça va de soi, bien sûr. L'équivalent de dose efficace est la dose radiative corrigée de l'impact du rayonnement et de la sensibilité du tissu. Elle se mesure en SV, comme ça va écrit par les gens qui n'ont pas une grande connaissance du français, et est donnée par E égale WTHT, où WT est le facteur de pondération du tissu, bien sûr. Ça va de soi, hein. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Je renifle. Les grandeurs physiques mesurant l'impact de l'exposition, équivalent de dose et équivalent de dose efficace, sont traditionnellement définis pour décrire les effets stochastiques de l'irradiation chronique, c'est-à-dire prédire la probabilité de survenue des maladies induites comme les leucémies, cancers ou les complications cardiovasculaires, donc vraiment quelque chose d'incroyable. Et là, on a une petite image d'un dosimètre qui mesure l'exposition nucléaire. Donc ça c'était la partie un peu mathématique, je crois qu'il y en a encore d'autres. L'efficacité biologique maintenant. Les facteurs correctifs W, on ne sait pas ce qu'est un facteur correctif W, mais c'est un facteur correctif W, donc on va apprendre à le respecter, et voilà. Tel que défini par la Commission internationale de protection radiologique, oui monsieur, ne sont cependant pas affinés pour décrire les effets de l'irradiation aiguë, qui est l'objet de cet article. C'est vrai. Donc du coup, je pense qu'on peut résumer cet article par on s'en bat les couilles. Plus particulièrement, les efficacités biologiques relatives des différents rayonnements tendent à se rapprocher à haute dose. Si les risques stochastiques d'une faible irradiation, moins de 0,1 GY, qu'est-ce qu'un GY? C'est 1 kJ, voilà, un peu. Part des neutrons nécessite un facteur de correction WR égale 5 avec un tiret plus ou moins long. On va rechercher ça sous ce tiret
me perturbe un peu. C'est pas un tiret base, basique. Ok, bon, ça ne nous apprend rien. Mais voilà. Le facteur devient 1,5 pour une dose unique supérieure à 5 kg, 5 GY, donc 1 kJ, enfin 5 kJ. Mais kJ, c'est pas les trucs genre que tu manges, c'est pas... Parce que tu vas pas manger de l'efficacité biologique, enfin, je pense pas. Davantage toutefois pour des doses fractionnées, voilà j'y suis. La figure ci-contre montre l'étendue de la destruction cellulaire. La principale cause du syndrome, voire section ci-dessous, en fonction de la dose radiative pour des neutrons et des rayons X. À haute dose, l'écart n'est que de 1,5 à 2,6 entre les deux types de rayonnement contre plus de 5 pour les faibles doses. Sur la figure ci-contre, il correspond à l'écart entre les courbes pour les X et les neutrons. Dans la pratique, il existe de grandes incertitudes sur les efficacités biologiques relatives de sorte que les différentes études sur le syndrome de radio-exposition aiguë utilisent les doses radiatives, en précisant, le cas échéant, la nature des radiations. Lorsqu'une dose est délivrée lentement ou de manière fractionnée, son effet est moindre. Les mécanismes cellulaires d'autoréparation ont le temps d'agir. Par exemple, lors de l'accident nucléaire de Goiânia au Brésil, qui est en 1987, une personne ayant rapporté une source de césium chez lui survécut une dose de 7 GY, tandis que sa femme mourut des suites d'une exposition à 5,7 GY. L'un des facteurs est que la femme, restée chez elle, a été irradiée continuellement, tandis que l'homme a reçu une dose fractionnée. Donc fractionnée, je pense que c'est une dose qui est coupée en morceaux, donc fraction. Et du coup, comme il avait du césium, qui est je ne sais pas quoi, on va regarder ça. Donc le césium, c'est l'élément chimique du numéro atomique 55 de symbole SCS. Ok. Donc en gros le césium est un truc qui peut résister, enfin qui aide à résister aux trucs nucléaires. Et c'est bien prouvé parce que en gros c'est peut-être un truc qui fractionne l'énergie nucléaire. Vu que lui il a survécu une dose de 7 GY, et ben sa femme elle est morte à 5,7, donc il est quand même beaucoup moins que ce que lui il a pris dans la gueule quand même. C'est notable, oui. C'est plutôt notable. Alors, donc là on a un petit graphique des familles que je comprends pas. Donc proposition de survie d'une population de cellules de mammifères soumises à une dose radiative unique, noire ou fractionnée rouge. Et donc en gros, quand t'es noir, tu décèdes, quand t'es rouge, tu décèdes moins. Voilà. C'est ça. Retenez que voilà. Effet au niveau cellulaire. Ah, encore des maths, ça fait plaisir. L'ADN. Donc l'acide Attends. Parce que là je l'ai appris en cours et j'aime bien sur ma science. Donc l'acide désoxyribonucléique, voilà, ça m'est revenu. J'ai pas du tout passé mon curseur sur ADN quand même. Faut quand même pas déconner. Est une des molécules les plus sensibles de la cellule au rayonnement ionisant. Les mécanismes de réparation permettent de réparer la plupart des lésions, cassures chromosomiques, donc qui concernent les chromosomes, voilà. Je suis très fort. Quand la dose est administrée de manière suffisamment lente ou de manière fractionnée, mais une dose de 2 GY ou plus reçue rapidement suffit à tuer une cellule en voie de division. Donc qui est en train de se diviser puisque les cellules se divisent. Les cellules matures en revanche sont moins sensibles. Le second effet notable est une inhibition de la mitose, se référer à la figure ci-contre, qui est encore un graphique, dont la durée dépend de l'intensité de l'irradiation. Les effets sur les tissus se manifestent dans les jours ou semaines qui suivent, dépeuplement cellulaire, atrophie et dégradation des fonctions tissulaires. Par l'interférence avec la mitose, ce sont les tissus qui se régénèrent, oui, le plus rapidement, qui sont principalement touchés. La peau, la couche basale de l'épiderme, seuil d'environ 6 GY, la moelle osseuse et les organes lymphoïdes d'environ 2 GY, l'intestin, revêtement épithélial de seuil environ 10 GY, gonades, les spermatogonies, des seuils d'environ 0,15 GY, ovocytes, seuil d'environ 1,5 à 2 GY, cristallin, épithélium antérieur, seuil 1, 3 SV. Donc les SV c'est encore des autres trucs, c'est voilà, il y a plein de trucs, c'est incroyable. Les voies respiratoires, de seuil de 6 à 10 GY, donc je crois que c'est quand même beaucoup, 10. Les embryons sont particulièrement radiosensibles. Par exemple, les enfants
Ils sont pas encore nés. Note, d'autres effets des rayonnements ionisants, mutations génétiques et altérations chromosomiques, ça doit être cool, sont des effets stochastique à long terme qui peuvent aussi se produire à faible dose lors d'une irradiation chronique, en particulier à la suite de l'ingestion de radionucléides qui seraient fixés dans l'organisme. Ils ne sont pas l'objet de cet article. Comme beaucoup de choses apparemment, hein, vu ce que je lis, ça fait 2 fois qu'il y a des trucs qui sont pas sujets de l'article, mais on fait quand même un paragraphe de 24 milliards de lignes, comme ça on sait jamais. Donc là, si contre on a un graphique, encore, qui montre l'évolution temporelle du taux de mitose par rapport à la normale dans une population de cellules épithéliales de la cornée du rat après une irradiation aiguë. Les doses sont de 8 et 32 R. Ouais, si quelqu'un a compris un traître mot de ce que je viens de dire, envoyez-moi un MP et comme ça on s'arrange un peu, comme ça je refais une vidéo et j'explique tout. Merci d'avance. Déroulement de la maladie et risque vital. Bon là on a un peu moins de maths. Ah bah non en fait, lol. Le syndrome est déterministe et à effet de seuil. Il est systématiquement observé au-delà d'une certaine dose, plus de 2 GY sur l'ensemble du corps, et ne se manifeste pas en dessous d'un certain seuil, moins de 0,5 GY. L'irradiation est d'autant plus grave qu'une dose donnée est administrée rapidement, car les tissus n'ont pas le temps de faire intervenir les mécanismes de réparation cellulaire. Donc en gros, plus ça va vite, plus c'est chiant, parce que du coup tes cellules n'auront pas la capacité de prévenir cette intrusion corporelle. Là, je me remets à expliquer des trucs parce que je comprends à peu près. Donc là, on est quand même à... Ah oui, déjà 21 minutes. Not bad. Not bad. Pour que le syndrome se déclare, on n'a même pas fait un quart de l'article. Hein. Pour que le syndrome se déclare, il faut ou bien qu'une grande partie du corps soit affectée, ou bien que l'un des organes suivants soit touché. L'intestin, moelle osseuse, poumon, cerveau ou peau. À l'exception des affections cutanées et respiratoires, l'irradiation doit être interne, c'est-à-dire délivrée par des rayonnements pénétrants tels que les rayons X ou les neutrons. En gros, tant que ton intestin, moelle osseuse, poumon, cerveau ou peau n'a pas été touché, le syndrome ne se déclare pas. C'est-à-dire qu'il reste, tu l'as, mais tu ne sais pas que tu l'as. Voilà. C'est bien, hein, vraiment un bon gros syndrome des familles. Phase aux très fortes doses, donc de 20 à 50 GY. Donc je vous rappelle que on peut, genre, la femme du gars qui a survécu à 7 GY est morte à partir de 5,7 GY. Là on parle de 20 à 50 GY. Le système nerveux est touché. Bon après c'est peut-être des doses d'un coup, après t'as plus rien. Là c'était prolongé, donc on sait pas. Le système nerveux est touché, encore heureux, parce que si tu résistais à 20-50 GY, tu serais un peu un surhomme. Désorientation, donc tu ne sais plus où tu vas, t'es en mode ah mais où est ma maison. Ataxie, incoordination des mouvements volontaires, donc c'est à dire que tu bouges mais tu ne veux pas bouger, c'est à dire que tu trembles sans trembler. Délire, donc c'est à dire que donc les délires c'est pas les oh là là meuf t'es trop mon délire sur voilà. Non c'est genre une vision bizarre, en gros pas quelque chose que ton cerveau invente et voilà. Coma, c'est à dire que ton cerveau dit écoute c'est bien gentil mais je vais me casser. Donc il se met en pause pendant un moment plus ou moins long, hein, qui peut aller quand même de... Il y a un mec je crois que ça fait 7 ans qu'il est dans le coma. Donc son cerveau est quand même parti à Hawaï et est resté bloqué sur l'île hein, à ce moment-là. Convulsion, tu bouges de manière... En gros c'est des taxis mais plus hardcore, c'est-à-dire que tout bouge chez toi. Genre c'est vraiment... Et la mort. Donc je pense que j'ai pas besoin vraiment de vous décrire la mort. Hein. Je pense qu'on y a tous été au moins confrontés une fois dans la vie. Surviennent quelques minutes à quelques heures après l'exposition. Ah oui. Ah oui quand même. C'est plutôt quelques minutes quand même. Genre on parle de quelques minutes. Par exemple, alors là on va dire, imaginons, t'es assis à côté d'une source de 20 à 50 GY. Bon déjà t'es un petit peu con. Et tu regardes ces vidéos. Bon déjà c'est bien, tu me fais une vue, mais ce qui est gênant c'est que tu pourras plus en refaire après. Mais voilà. Et ben en gros, ça se trouve tu pourras même pas regarder la fin de la vidéo que tu seras déjà mort. Vraiment. Ne reste pas à côté d'une source de 20 à 50 GY. Une période de récupération partielle des capacités de quelques heures peut être observée. Donc en gros une phase de récession incroyable. Pour des doses moindres, donc de 1 à 20 GY, le syndrome se déroule en 3 phases. Du coup je sais pas ce qu'est le mieux vu que... Je sais pas ce qu'est le mieux. En gros soit tu meurs direct, soit tu meurs à petit feu. À choisir, je préférais quand même de mourir direct, mais voilà. Une phase prodromique non mortelle débute entre quelques minutes et quelques heures après l'exposition et dure au plus quelques jours, avec, en fonction de l'intensité de l'exposition, fatigue,
Bon bah je pense que j'ai pas tellement besoin de décrire ce qu'est une fatigue. Céphalée, donc c'est des mots de Z. Nausée et vomissement, au choix. Érythème, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, des rougeurs de peau. La deuxième phase est une période de latence de quelques jours à 2 semaines durant laquelle le patient recouvre toute ou partie de ses capacités. Donc c'est une phase de récession encore une fois. Une phase aiguë, potentiellement mortelle, dure à 1 mois ou 2 ans, avec des problèmes hématologiques, donc qui concernent les globules rouges, gastro-intestinaux, qui concernent la digestion, respiratoires, qui concernent la respiration, et cutanés, qui concernent la peau. Selon la gravité de l'exposition et les organes principalement touchés, les symptômes pouvant être nausée, vomissement, asthénie, donc une fatigue générale, c'est-à-dire que tu es tout le temps fatigué, donc l'anorexie, l'alopécie, la perte des cheveux et des poils, l'érythème, ulcération ou nécrose de la peau. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ulcération ou une nécrose de la peau, alors c'est très simple. Vous allez ouvrir un onglet, on va le faire ensemble. Tiens. Vous allez taper sur votre barre de recherche gangrène. C'est écrit G-A-N-G-R accent grave N-E. Vous allez appuyer sur entrée. Donc si vous avez une code merde comme moi, vous allez attendre environ 20 ans. Une fois que vous avez cette page Google, vous allez dans Images, sur Images, et vous pouvez maintenant vomir. Voilà. C'est un bon vomissement. Ouais, quand même, c'est plutôt vert, hein. C'est plutôt noir. Wow. Ah oui, c'est quand même ultra vénère. Waouh. Bon, je vais fermer cet onglet pour ma santé mentale. Donc, immunodépression, faiblesse du système immunitaire. Donc, le système immunitaire, c'est quelque chose qui résiste contre les mauvaises bactéries, puisque toutes les bactéries ne sont pas mauvaises. Saignement incontrôlé de la bouche. Bah, j'ai pas tellement besoin d'expliquer. En gros, vous vomissez du sang par la bouche. Hémorragie interne. Du sang s'écoule abondamment dans votre corps. Diarrhée. Ai-je vraiment besoin de l'expliquer? Et déshydratation, donc le fait de manquer d'hydratation, donc manquer d'eau. Douleur thoracique, donc par exemple quand vous avez mal au torse, enfin ce qui concerne les poumons quoi. Et de l'insuffisance respiratoire, donc quand vous n'arrivez pas vraiment bien à respirer. Je donne le Godwin de ces symptômes à la nécrose de la peau. Voilà. La survenue de la phase prodomale est d'autant plus rapide que l'irradiation est sévère. Prodomale, c'est la première phase. Donc, en gros, plus c'est vite, plus vous faites irradier fort, plus la phase dure pas longtemps. Voilà. C'est pas très logique, mais voilà. La durée de la période de latence diminue avec l'importance de la radio-exposition. Alors, survie et conséquences à long terme. Pour une irradiation interne, le décès a généralement lieu dans les 2 mois suivant l'irradiation, donc c'est quand même assez vénère, hein, par infection ou hémorragie interne, donc qui peut être d'une phase de 1,5 à 10 GY, ou par diarrhée de type dysentérique. Pareil, là je vous... Bon, non, dysenterie ça doit pas être vénère. Bon, on va faire quand même le test. Hein. Pareil, ouvrez un onglet, tapez dysenterie, D-Y-S-E-N-T-E-R-Y, I-E, voilà, je ne sais plus l'écrire. Attendez un peu que votre co charge. Allez sur image. Alors on va voir dégueulasse. Quelque chose qu'on va... Bon, quand même un peu. Oui. Quand même un peu. Mais plutôt oui. Oui. Plutôt vénère. Bon. Oui. Il était testé à partir de 1,5 GY, exposition rapide, sans soin, et est quasi certain au-delà de 10 GY. Pour des doses intermédiaires, la survie dépend de soins intensifs. Dans le cas d'une radiation externe, par des rayonnements peu pénétrants, la peau et les voies respiratoires peuvent être spécifiquement touchées. La mort peut aller survenir pour des doses élevées, allant de 10 à 8 GY, dans les semaines ou mois suivant l'exposition.
En cas de survie, la survenue des maladies cardiovasculaires, digestives et respiratoires dans les années suivantes est fréquente. La stérilité féminine définitive est possible à partir de 2 GY. Stérilité, donc là ça veut pas dire tuer des bactéries en fonction de faire un truc. Non, c'est vous ne pouvez plus avoir d'enfants, voilà. La stérilité masculine temporaire, donc définitive c'est quand vous ne pouvez vraiment plus avoir d'enfants. Temporaire c'est peut-être, il y a moyen, après voilà. Est fréquente, y compris à des doses ne provoquant pas de symptômes, à partir de 0,15 GY. Donc je pense à des tues les spermatozoïdes, et les trucs qui... Enfin, ça affecte les... Je sais plus comment ça s'appelle, les trucs qui fabriquent des spermatozoïdes. Je pense que c'est ça. Les personnes âgées et les enfants sont particulièrement sensibles à une radioexposition aiguë. Forme du syndrome d'irradiation aiguë. Il existe 5 principales formes du syndrome. La forme cérébrovasculaire, provoquant la mort en quelques jours, se manifeste pour une exposition supérieure à 20 à 50 GY, plutôt hardcore. Elle débute dans les premières heures après l'exposition aux radiations et touche le système nerveux. La forme gastro-intestinale, mortelle, se manifeste pour une exposition supérieure à 6 ou 10 GY. Elle débute 1 à 2 semaines après l'irradiation. La forme hématopoïétique, potentiellement mortelle, se manifeste pour une exposition supérieure à 1 ou 2 GY. Elle débute 2 à 3 semaines après l'exposition aux radiations et touche la moelle osseuse. La forme pulmonaire, potentiellement mortelle, se manifeste pour une exposition supérieure à 6 ou 9 GY. Elle débute 2 à 8 mois après l'irradiation. La forme cutanée, parfois mortelle, se manifeste pour une exposition supérieure à 4 ou 7 GY. Elle débute généralement dans les semaines suivant l'exposition, dans les cas les plus graves dans la journée qui suit. Ces différentes formes peuvent se produire simultanément. Tu peux voir les 5 en même temps. Assez dérangeant au quotidien, je pense, à vivre. Lors de l'exposition à une explosion atomique, donc comme une bombe nucléaire, ou en cas d'accident dans une centrale nucléaire, le corps est généralement irradié de manière uniforme, c'est-à-dire tout ton corps prend la bite. De sorte que la forme pulmonaire n'est que rarement observée. Ah ben non, en fait, pas du tout. Aux doses évoquées, les formes hématopoïétiques et gastro-intestinales provoquent la mort avant que ne se déclarent les troubles pulmonaires. Donc en gros, tu prends tellement la bite ailleurs que la forme pulmonaire n'a même pas le temps de venir. Lors de l'incident au laboratoire, travail sur des sources proches, ou lors d'une irradiation par des rayonnements peu pénétrants, alpha ou bêta, agissant sur la peau et les poumons en cas d'inhalation, le corps peut être irradié de façon uniforme, privilégiant l'une ou l'autre forme de la maladie des rayons. Et là, on a un peu un petit tableau des familles. Voilà. Il y a quand même 2 morts inévitables qui sont la forme cérébrovasculaire et la forme gastro-intestinale. Voilà. Tu ne peux pas éviter cette mort. Et la dose de 20 à 50, premier au 2e jour. Je vous rappelle que la peste noire, qui a quand même tué la moitié de l'Europe au 15e siècle, tuait entre 3 et 4 jours. Voilà, je vous laisse un peu réfléchir sur ce qu'est le syndrome d'irradiation aiguë. On n'a pas fini, on n'a même pas fait la moitié de l'article. Forme hématopoïétique. Le syndrome hématopoïétique est lié à la destruction partielle ou totale des cellules hématopoïétiques de la moelle osseuse et à celle des lymphocytes périphériques. Dans les heures suivant l'exposition, la chute de la numérisation lymphocytaire augmente le risque d'infection. La vitesse et l'ampleur de la chute et de la numération sont une indication de la zone reçue et permettent un diagnostic de la gravité de l'irradiation en l'absence de mesures dosimétriques, comme pour la population civile. Les déficiences hématopoïétiques se traduisent en quelques semaines par une chute du taux de granulocytes, immunodépression, donc qui est le fait que ton système immunitaire sente le décès, et de plaquettes, défaut de coagulation. Cela peut conduire à une infection mortelle ou à des hémorragies internes. La forme hématopoïétique du syndrome d'irradiation aiguë est celle qui provoque la mort aux plus faibles doses, typiquement entre 1,5 et 10 GY, irradiation rapide. Le décès intervient généralement, s'il a lieu, dans les 2 mois suivant l'irradiation. Dans les cas d'irradiation sévère, aux environs de 5 GY sur l'ensemble du corps, la moelle est totalement détruite. La survie n'est alors possible qu'avec une greffe. En cas d'irradiation non uniforme, les cellules hématopoïétiques survivantes permettent de repeupler la moelle. La survie est alors possible sans greffe. Selon la rapidité de l'exposition et le type des soins, une mortalité de 50% est atteinte pour une dose de 3 à 6 GY, voire figure ci-dessous. Donc là on a encore un graphique incroyable. Forme cérébrovasculaire. Parce que je baille, sans pression aucune, bonjour. La forme cérébrovasculaire se manifeste généralement pour des doses supérieures à 50 GY, mais les symptômes peuvent apparaître dès 20 GY. Elle se caractérise par les symptômes suivants lors de la phase prodromale, quelques minutes au plus après l'irradiation.
agitation extrême, apathie, ataxie, désorientation, trouble de l'équilibre, vomissement, diarrhée, perte de connaissance. Durant la période de latence de quelques heures ou plus, voire absente, c'est-à-dire que tu ne peux pas te récupérer, le patient récupère partiellement ses capacités. La phase symptomatique se manifeste par des convulsions suivies du coma. Un tableau d'atteinte digestive sévère, diarrhée, est souvent associé. Le décès, généralement sous 3 jours, est le plus souvent provoqué par un effondrement du flux sanguin cérébral lié à l'augmentation de la pression dans la boîte crânienne. Tableau d'hypertension intracrânienne aiguë, œdème cérébral, méningite, encéphalite. Cette maladie, non, c'est pas tellement une maladie, c'est un syndrome. Ce syndrome est un syndrome que je qualifierais de pute. C'est-à-dire que tu penses récupérer, tu es sûr d'avoir guéri, mais non, parce que ça revient plus fort et ça te bute. Voilà, c'est pas très cool. La forme gastro-intestinale. Le syndrome gastro-intestinal a lieu pour une dose élevée, typiquement plus de 8 GY. Et entraîne généralement la mort dans les 15 jours. Il se manifeste en 1 à 2 semaines après l'exposition par des symptômes semblables à ceux d'une dysenterie fulminante, diarrhée sévère et déshydratation. Il est causé par une dégénérescence de l'épithélium et de l'intestin grêle, liée à la destruction des cellules souches de sa surface. La mortalité à 50% a lieu pour des doses de 9 à 12%, irradiation rapide en l'espace de minutes, selon la qualité des soins médicaux. Donc là on a un petit tableau au calme qui met la dose provoquant 50% de décès par syndrome gastro-intestinal en fonction des soins et de l'épidémie. Forme pulmonaire, ça fait 40 minutes. Putain, chaud. La forme pulmonaire se déclare pour des doses importantes, de l'ordre de 6 à 10 GY, irradiation rapide, ou plus, irradiation lente ou fractionnée, pour laquelle une irradiation uniforme du corps par rayonnement pénétrant provoque généralement la mort, déficience hématopoïétique et gastro-intestinale, avant que les symptômes pulmonaires ne se manifestent. Elle peut toutefois se produire en l'absence de syndrome hématopoïétique et gastro-intestinal, en cas d'irradiation par des rayonnements peu pénétrants, alpha ou bêta. La dose de 9,6 GY délivrée en quelques minutes est mortelle dans 50% des cas. Pour une irradiation lente, sur une journée, la dose létale passe à 23 GY. La phase aiguë survient dans les quelques mois suivant l'exposition, voire dans les jours suivants en cas d'irradiation massive. On observe dans les années suivantes une morbidité importante chez les survivants. Dose radiative, bêta, provoquant 50% de mortalité par le syndrome pulmonaire en fonction du débit de dose reçue. Les incertitudes sont de plusieurs GY. Forme cutanée. La forme cutanée est en présence de fortes doses, typiquement moins de 4 GY en moins de 24 heures. Elle se manifeste principalement dans la phase prodomale, quelques heures après l'exposition, par un érythème, rougeur, passager et des démangeaisons. Et lors d'une radiation intense, la desquamation. C'est la couche basale de l'épiderme qui est touchée. Après une période de latence, ces symptômes réapparaissent 2 à 4 semaines plus tard avec en plus alopécie et desquamation, et dans le cas d'une forte dose, 10 à 20 SV, ulcération et nécrose suivie d'une fibrose du derme et du système vasculaire sous-jacent. Le syndrome cutané peut se produire en l'absence des autres formes d'irradiation aiguë en cas d'exposition à des rayonnements peu pénétrants comme les rayons bêta. Ainsi, le classement de la forme cutanée dans le syndrome de radioexposition aiguë est controversé. Certains y voient une affection distincte. Toutefois, l'expérience indique que les lésions cutanées compliquent le traitement de syndrome d'irradiation aiguë. Notamment, il est probable que les pertes humaines chez les liquidateurs de Tchernobyl auraient été moindres en l'absence de symptômes cutanés. Les autres complications consécutives à une irradiation aiguë ne font pas formellement partie du syndrome d'irradiation aiguë, mais sont une conséquence directe de la radioexposition. Ces effets sont déterministes ou apparaissent avec des probabilités élevées. Stérilité. La stérilité féminine permanente touche 60% des patientes exposées à 2,5 ou à 5 GY, dont 100% des plus de 40 ans, et 100% à partir de 8 GY. Des effets chez certaines femmes de plus de 40 ans s'observent des 1,5 GY. L'osospermie, dont stérilité, donc stérilité masculine temporaire, est observée chez 100% des hommes exposés à 0,3 et 0,5 GY entre 4 et 12 mois. Alors qu'à l'irradiation avec une récupération totale dans les 2 ans, l'oligosospermie peut observer des 0,1 GY. Au-delà de 2 ou 3 GY, la zoospermie s'observe dès les 2 premiers mois suivant l'exposition et dure au moins 3 ans. La stérilité permanente est attestée pour des doses de 5 à 15 GY sur les gonades. Cataracte. La cataracte touche 10% des patients exposés à 2 GY, 50% à 5 GY et 90% à 10 GY.
Effet sur l'embryon. Les effets, les fœtus sont particulièrement radiosensibles. Les risques liés sont la fausse couche ainsi que la tératogénèse, microcéphalie, retard mental, malformation, retard de croissance. Ces effets ont été étudiés chez les Hibakusha. Oui, on avait vu tout à l'heure, c'est les femmes victimes de l'accident de Tchernobyl. Pas du tout, c'était Hiroshima. En fait, je sais pas. Mais voilà. Exposition à 1,4 J, dose provoquant un syndrome léger chez l'adulte d'un embryon de 8 à 15 semaines. Pour 75, avec un signe bizarre là. 20% intervalle de confiance, 90% de déficience mentale grave par la suite. Cette proportion tombe à 37, pareil toujours le syndrome bizarre, 15% pour un fœtus âgé de 16 à 25 semaines. Aucun effet notable est observé sur le quotient intellectuel pour un âge gestationnel de plus de 26 semaines ou de moins de 8. Ainsi que pour des doses inférieures à 0,1 J. Pour une dose de 0,1 à 0,5 J, la déficience moyenne, tous âges confondus, est de 8, symbole bizarre, 6, intervalle de confiance 95%, point de QI. Le retard de croissance est observé chez les sujets exposés à plus de 1 J, il est de l'ordre de 10 cm. Effets stochastiques. Des effets stochastiques à long terme sont aussi observables, maladie cardiaque, respiratoire et digestive. Le risque de mortalité s'élève de 14% par sievert dans les 30 années suivant la radioexposition avec un seuil de 0,5 sievert. Prévention et soins médicaux. La prévention du symptôme passe par des mesures de radioprotection. Dans les expériences et manipulations de matières fissiles, le strict respect du protocole permet d'éviter l'assemblage involontaire d'une masse critique conduisant à un accident de criticité, comme ce fut le cas par négligence à Tokamura au Japon en 1999. En cas d'incident, il convient d'éviter les radiations et de minimiser le temps d'exposition, donc la dose reçue. La surveillance du débit de doses radioactives sur les installations sensibles est essentielle afin que le personnel évite de se rendre sur le lieu de l'accident et ou se mette à l'abri le plus rapidement possible. Le non-respect d'une telle mesure de sécurité a provoqué la mort d'un opérateur à Sorek en Israël en 1986, qui a voulu vérifier de visu le signal contradictoire d'une alarme déclenchée d'un système de sécurité indiquant une source radioactive correctement confinée. Enfin, les sources radioactives doivent être strictement surveillées et confinées en dehors des périodes d'utilisation. Plusieurs cas mortels d'irradiation ont eu lieu à cause d'une déficience du système de confinement des sources dans des usines de stérilisation. Parmi les plus récents, à Sorek, en Israël, en 1986, à Niasvij, en Biélorussie, en 1991. Il faut également veiller à ce qu'elles n'aboutissent pas entre les mains d'un public non averti, comme ce fut le cas de nombreuses reprises lors de vols ou de pertes d'isotopes radioactifs sur des installations civiles ou militaires, les derniers en date en Géorgie, en 2001 et en 2002. Le vol de sources de générateurs thermoélectriques à radioisotopes par un employé. 7 personnes furent irradiées. La Commission internationale de protection radiologique émet des recommandations concernant la radioprotection. Elles sont généralement reprises par les législations nationales. L'Agence internationale de l'énergie atomique est une association affiliée à l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, qui cherche à promouvoir les usages pacifiques de l'énergie nucléaire et à limiter le développement de ses applications militaires. Elle émet des rapports sur chaque accident nucléaire ou radiologique pour en tirer les conséquences en termes de sécurité et de protection civile. Diagnostic de la gravité de l'irradiation. Une estimation de la dose reçue nécessaire pour connaître la prise en charge des personnes nécessaires. Le personnel sur des installations sensibles doit porter à cette fin un dosimètre, le petit appareil qu'on a vu tout à l'heure. En l'absence de mesure, la présence, la rapidité d'apparition et la nécessité de symptômes pronomaux, ainsi que la numération des lymphocytes dans les 2 jours suivant les radiations permettant de quantifier la gravité de l'exposition. Mesure de l'exposition au gamma. Des outils de diagnostic ont été développés à des fins de sécurité civile afin de pouvoir effectuer un tri rapide des personnes. Ils sont destinés aux accidents à grande échelle, dans le cas où il s'avère impossible de faire rapidement un examen approfondi de l'ensemble des individus touchés. La durée moyenne T écoulée entre une exposition ponctuelle des rayonnements gamma et le premier vomissement est reliée à la dose reçue D par une loi de puissance. Un critère simplifié est la présence de vomissements dans les 4 heures suivant l'exposition. 3/4 des personnes positives ont reçu plus de 2,5 GY, impliquant un risque vital modéré à élevé. Elles doivent être suivies et examinées rapidement. Les patients négatifs ont reçu une dose inférieure à 1,7 GY, impliquant un risque vital faible. Dans 75% des cas, et peuvent attendre quelques jours pour réexamen. Voir tableau ci-contre.
Un bilan sanguin établi dans les 8 à 48 heures après l'exposition permet d'établir un intervalle de dose reçue. La numération de lymphocytes diminue selon une loi exponentielle dont le temps de demi-atténuation est corrélé à la gravité de l'irradiation. Une lymphocytopénie de 1500 mm-3 ou moins dans les 48 heures suivant l'exposition indique une exposition à une dose moyenne de 3,1 GY. Ces patients nécessiteront des soins médicaux. Une numération lymphocytaire dans les 8 à 12 heures permet d'obtenir un diagnostic plus précis, voire table ci-contre. Il existe différents moyens de déterminer la dose par des examens biologiques. Toutefois, ces méthodes sont bien onéreuses et coûteuses en main-d'œuvre, ou bien en cours d'investigation. La mesure des anomalies au niveau chromosomique est coûteuse en termes d'argent et de main-d'œuvre. La dosimétrie par mesure de l'apoptose et des lymphocytes est encore expérimentale. La mesure du taux de radicaux libres ou de marqueurs biochimiques spécifiques est envisagée. Mesure de l'exposition aux neutrons. La mesure de la radioactivité induite chez les victimes d'une irradiation permet d'estimer la dose reçue. Si la masse de l'individu en kilogrammes, quel est le parcours par minute d'un compteur Geiger posé contre le ventre du sujet. La dose radioactive D en Gray est donnée par un calcul absolument chiant et que je vais pas faire. La relation est calibrée pour un rayonnement de neutrons et ou de photons gamma. La mesure du taux de phosphore 32 dans les cheveux ou de sodium 24 dans le sang permettent d'estimer la dose de neutrons reçus. Soin. Il n'existe pas de traitement éprouvé des conséquences d'une irradiation, des causes des symptômes, mais un traitement symptomatique qui permet de diminuer la mortalité le temps que les tissus se régénèrent ou qu'une greffe soit effectuée. Les connaissances sur la physiopathologie des irradiations accidentelles ont beaucoup progressé au cours de ces dernières années. On est ainsi passé du paradigme classique de défaillance radio-induite d'un organe cible unique, moelle osseuse ou système gastro-intestinal ou système nerveux central, au concept de défaillance multi-organes, impliquant les 3 systèmes précédents ainsi que la peau, le poumon, le foie et le rein. Ce changement de paradigme a de très grandes conséquences. La gestion médicale devient plus complexe, le patient irradié ne devant plus être pris en charge uniquement par des spécialistes d'hématologie, mais par une équipe pluridisciplinaire rassemblant les grandes spécialités de la médecine et ceux dès l'événement initial. Toute la stratégie thérapeutique à mettre en œuvre s'en trouve modifiée. Un consensus international sur le traitement de l'irradiation accidentelle se dégage au début du XXIe siècle, au moins sur le plan européen. Le nouveau concept physiopathologique de la défiance multi-organes propose que la greffe de moelle ne soit pas pratiquée en urgence comme cela a été souvent le cas dans le passé, mais soit systématiquement différée de 2 à 3 semaines après l'incident. Donc la seule vérification du critère définitif et irréversible des dommages radio-induits à la moelle osseuse et en l'absence de signes cliniques d'apparition d'une défaillance multiple des organes. Si l'exposition est hétérogène, le greffe de moelle est par nature contre-indiqué et il faut recourir à une stimulation par des facteurs de croissance de la moelle osseuse présente dans les territoires les moins irradiés. Bonjour, je renifle. Prise en charge. Le traitement des blessures, brûlures, traumatismes est prioritaire sur celui de l'irradiation. Il convient de décontaminer en cas de contact, d'ingestion de radioéléments. En cas d'accident impliquant la population civile, par exemple une explosion nucléaire, un suivi psychologique est nécessaire et certaines personnes développent des symptômes caractéristiques du syndrome d'irradiation aiguë sans avoir été exposées. Un effet nocebo ayant été observé chez près de 5000 personnes lors de l'accident radiologique du Guyana au Brésil en 1987. Les vomissements peuvent être traités avec des antivomitifs comme les inhibiteurs, comme sur l'ol, des récepteurs de la sérotonine. Syndrome hématopoïétique. L'hospitalisation est généralement... Qu'est-ce qu'il fout là? D'accord. L'hospitalisation n'est généralement nécessaire que pour une dose supérieure à 2 GY. Les risques d'infection nécessitent un placement en milieu stérile. Dans les autres cas, les soins peuvent être prodigués à domicile. Le traitement du syndrome hématopoïétique fait intervenir la prophylaxie et le soin des infections à l'aide d'antibiotiques, d'antiviraux et d'antimycosiques. La transfusion sanguine et celle de plaquettes permettent de réduire les risques d'hémorragie, des risques hémorragiques et de lutter contre la lymphocytopénie. La stimulation de l'hématopoïèse à l'aide de facteurs de croissance permet d'augmenter les chances de survie. Les cytokines n'ont pas reçu l'aval de la Food and Drug Administration pour les cas d'irradiation. La greffe de la moelle osseuse, de son côté, est d'efficacité d'emploi limitée. Pour des doses modérées, les cellules hématopoïétiques ne sont pas totalement détruites et repeuplent spontanément la moelle en cas de survie. Et l'impact positif de la transplantation n'est clairement établi que de la part d'un jumeau monozygote.
Un médicament expérimental destiné à traiter spécifiquement les effets d'une radiation aiguë, le Numun, est développé conjointement par l'industrie pharmaceutique et l'armée américaine. Testé sur le singe, il diminuerait la thrombocytopénie et l'anémie, résultant d'une exposition à des doses modérées et augmenterait les chances de survie à une forte irradiation. Syndrome gastro-intestinal et cérébrovasculaire. Ces formes du syndrome d'irradiation aiguë conduisent à une mort certaine. Les patients nécessitent un traitement palliatif. Des soins symptomatiques peuvent prolonger la durée de vie. Les forces armées ne se sont intéressées à des traitements symptomatiques dans les premières heures d'une irradiation élevée, de 20 à 50 GY, afin de permettre aux troupes touchées des trappes au combat pendant une période limitée. Oh les connards! Les 4 principales causes à tester sont l'exposition à une explosion nucléaire ou à ses retombées, l'accident sur un réacteur nucléaire, l'accident de criticité lors de la manipulation de matière fissile, et l'exposition à une radiosource puissante. Putain, on est bientôt à 1 heure. L'explosion nucléaire est sans conteste la cause la plus connue et la plus vulgarisée du syndrome d'irradiation aiguë, notamment vers le film Pluie Noire, qui relate les malheurs des Hibakusha, à la suite des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Un essai nucléaire atmosphérique américain a aussi causé le syndrome par accident. Le 6 août 1945, Hiroshima et le 9 août 1945, Nagasaki au Japon. Les explosions atomiques des bombes A Little Boy et Fat Man provoquent des dizaines de milliers de morts, dont 5 à 15% à la suite des syndromes d'irradiation aiguë, avec un pic de mortalité entre septembre et décembre. 1er mai 1954, Bikini, île Marshall, explosion atomique. Le test de la bombe H américaine Castle Bravo provoque des retombées radioactives plus importantes que prévu. L'équipage d'un navire japonais à 140 mètres de l'épicentre tombe malade et doit être hospitalisé. L'un d'entre eux décède. 64 habitants de l'atoll Rongelap sont soumis à une dose de 1,6 GY avant d'être évacués. Accident sur un réacteur nucléaire. La catastrophe de Tchernobyl en 1986 a popularisé le risque représenté par les accidents sur des réacteurs nucléaires. Un accident à bord d'un sous-marin soviétique a aussi connu la célébrité avec le film K-19, Les pièges des profondeurs. Les 9 accidents attestés sont le 15 octobre 1958, Vincha, Yougoslavie. Accident de criticité dans un réacteur nucléaire. Le réacteur expérimental de l'Institut Boris Kidrich soumet 6 opérateurs à des doses de 2 à 4,3 SV. Il développe un syndrome d'irradiation aiguë et l'un d'entre eux décède. Le 13 octobre, oh putain c'est le jour de mon anniversaire, 1960, mer de Barents, URSS. Accident sur un réacteur nucléaire. Des gaz radioactifs s'échappent après un accident sur un réacteur d'un navire de la flotte soviétique. 3 des membres de l'équipage reçoivent une dose estimée à 2 GY et présentent un symptôme d'irradiation aiguë. Le 3 janvier 1961, Idaho Falls, États-Unis. Accident de criticité dans un réacteur nucléaire. Une explosion survient sur le réacteur expérimental SL-1 après qu'une masse critique de combustible est atteinte. 3 employés décèdent. Attention, c'est mieux. 30 décembre 1965, Moll, Belgique. Accident de criticité sur un réacteur nucléaire. Un expérimentateur cause par erreur de manipulation un accident de criticité sur le réacteur expérimental Vénus du sonde SCK-SEN. Il est gravement irradié. Il reçoit 5 SV à la poitrine. Il sera amputé du pied qu'il avait posé près du réacteur. De 10 à 40 SV. Ah oui. 1967, Pittsburgh, États-Unis. Accident dans un réacteur nucléaire. Un réacteur industriel expose 3 personnes à des doses de 1 à 6 SV. La plus atteinte développe une forme sévère du syndrome mais est sauvée par une transplantation de moelle osseuse. Juin 1974, Parsippany, États-Unis. Accident sur un réacteur nucléaire. Un employé d'un réacteur industriel reçoit 4 SV et développe un syndrome d'irradiation. 23 septembre 1983, Buenos Aires, Argentine. Accident de criticité dans un réacteur nucléaire du Centro Atómico Constituyentes. Une masse critique de combustible fissile est atteinte dans un réacteur expérimental et soumet l'opérateur à 37 GY. Ah oui, quand même, ça fait mal. Il décède 2 jours après. Ce qui est un peu normal. 37 GY, bon voilà. Relativement pas mal. Le 10 août 1985, Vladivostok, URSS. Explosion d'un réacteur nucléaire lors du rechargement en combustible d'un sous-marin. Le réacteur du 414 explose, provoquant un syndrome d'irradiation chez 49 personnes, dont 10 gravement atteintes. 29 avril 1966, Tchernobyl, Ukraine. Explosion d'un réacteur nucléaire.
La catastrophe de Tchernobyl provoque un syndrome d'irradiation aiguë chez 200 ouvriers de la centrale et pompiers, dont 28 meurent. Aucun accident sur un réacteur nucléaire n'a provoqué le syndrome d'irradiation aiguë parmi la population civile. Un seul, la catastrophe de Tchernobyl, qu'on connaît tous, a eu un impact étendu, soumettant la population et l'environnement à une contamination radioactive importante, mais dans les faits révèle des faibles doses d'irradiation. On est bientôt à 1 heure, les gars. Accident de criticité lors de manipulation de produits fissiles. Le cas du physicien Louis Slotin, mortellement irradié en 1946 lors d'une démonstration scientifique au laboratoire national de Los Alamos, a attiré l'attention sur les risques de manipulation des matières fissiles. Son histoire est commencée dans les maîtres de l'ombre. C'est aussi le cas de l'accident de Tokaimura, au Japon, en 1999 d'une installation nucléaire civile. Aucun des accidents de criticité lors de la manipulation des produits fissiles n'a provoqué de syndrome d'irradiation aiguë auprès du public. Dans un seul cas, Tokamura en 1999, la population civile était soumise à une exposition supérieure aux normes. Liste d'accidents de criticité lors d'une manipulation de matières qui ont provoqué une irradiation aiguë. 21 août 1945, laboratoire national de Los Alamos, États-Unis. Accident de criticité par erreur de manipulation. Harry Daghlian Jr. laisse tomber une brique de carbure de Tungstène réfléchissant les neutrons sur un bloc de plutonium. En plus de la forme habituelle du syndrome, il présente de graves brûlures aux mains dans les premiers jours suivants de l'irradiation. 200 à 400 GY sur la main droite. C'est énorme. Il décède 3 semaines après. 21 mai 1946, laboratoire national de Los Alamos. Putain, décidément le laboratoire de Los Alamos, mon gars, il a pris cher. Accident de criticité par erreur de manipulation. Le physicien canadien Louis Slotin crée par accident une masse critique de plutonium lors d'une démonstration scientifique. Il meurt 1 semaine après, déçu d'une irradiation de 10 GY. Petit joueur. 15 mars 1952, complexe nucléaire Mayak, URSS. Accident de criticité par erreur de manipulation. En laboratoire, 2 opérateurs assemblent par mégarde une solution de plutonium critique. L'un d'eux reçoit 10 GY aux parties inférieures du corps et survit malgré un syndrome d'irradiation aiguë grave. 15 mars 1953, complexe nucléaire Mayak, décidément, URSS. Accident de criticité, putain, le même jour. Non, le même jour, 1 an après, les gars. Par erreur de protocole. Un opérateur transvase une solution de nitrate de plutonium dans un réceptacle non prévu à cet effet et soumet une dose estimée à 10 GY lorsque la criticité est atteinte. Il décède 35 jours après. 21 avril 1957, complexe nucléaire Mayak, URSS, décidément, putain. Action de criticité par erreur de conception industrielle. Un réservoir recevant un précipité provenant d'une solution d'uranium expose un opérateur une dose de l'ordre de 30 GY, qui meurt 12 jours après. 5 autres survivent mais présentent une syndrome d'irradiation aiguë avec des doses allant jusqu'à 3 GY. 2 janvier 1958, complexe nucléaire Mayak, URSS. Accident de criticité par erreur de protocole. Des opérateurs s'approchent d'un réservoir d'une solution d'uranium et réfléchissent suffisamment de neutrons pour créer une masse critique. 3 opérateurs meurent dans la semaine après avoir reçu 5 à 6 SV. Un 4ème survit au syndrome d'irradiation et devient aveugle dans les années suivantes. 16 juin 58, Oak Ridge, États-Unis. Accident de criticité par erreur de protocole. Un réservoir contenant une solution d'uranium fuit et est transvasé. Au cours de la manipulation, 5 personnes reçoivent 2 à 4,5 SV au cours d'un accident de criticité et tombent malades. 30 décembre 58, laboratoire national de Los Alamos, États-Unis. Accident de criticité par erreur de manipulation. Un opérateur assemble par erreur une masse critique d'une solution de plutonium et meurt des suites d'une explosion à 90 à 120 SV sur le haut du corps. 14 juillet 61, complexe chimique de Sibérie, URSS. Accident de criticité. L'accumulation d'hexafluorure d'uranium dans une pompe à vide devient critique et soumet un employé à 2 SV. Il développe un syndrome d'irradiation aiguë léger. 11 mars 63, Sarov, URSS. Accident de criticité par erreur de protocole. Des expérimentateurs manipulent une masse critique de plutonium et un réflecteur de neutrons créant une masse critique. 2 reçoivent 3,7 et 5,5 SV et survivent au syndrome d'irradiation. On est pas encore 1 heure. 24 juillet 64, Rhode Island, États-Unis. Accident de criticité par erreur de protocole
au United Nuclear Fuels Recovery Plant, une masse critique de combustible fissible est atteinte dans la Wood River Junction Facility lors de la manipulation de solutions d'uranium. L'opérateur meurt 2 jours après la suite d'une irradiation de 10 SV. Cybercraft 68 URSS. Accident de criticité par erreur de protocole. 2 experts en criticité assemblent un cœur d'uranium avec des réflecteurs de neutrons sans suivre les procédures de sécurité. Ils s'exposent respectivement à 20 40 GY et 5 10 GY et meurent 3 et 54 jours après l'accident. Ah oui, quand même. 10 décembre 68 URSS. On est à 1 heure de vidéo. Bonjour, si vous êtes... Putain, ça fait déjà 1 heure, les gars. Oh, putain. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Accident de criticité par erreur de protocole. Un employé de la Mayak Enterprise crée temporairement une solution critique de plutonium en transvasant un réservoir et quitte les lieux aussitôt. Un superviseur décide alors de bouger le conteneur incriminé et expose à un second accident de criticité. Il meurt 1 mois plus tard d'une exposition de 24,5 SV. L'expérimentateur 7 SV, tombe malade et survit après amputation des 2 jambes. 26 mai 71, Moscou, URSS. Accident de criticité par erreur de calcul à l'Institut Kurchatov. Des expériences sont menées sur la criticité des barres d'uranium plongées dans l'eau. L'insuffisance des calculs mène à une masse surcritique à la fin d'une expérience lorsque l'eau est pompée. 2 expérimentateurs reçoivent 60 et 20 SV et meurent 5 et 15 jours après. 2 autres reçoivent des doses de 6 SV et survivent avec des problèmes chroniques de santé. 13 décembre 78, complexe chimique de Sibérie, URSS. Action de criticité par erreur de protocole. 2 employés stockent 4 lingots de plutonium dans un même conteneur, créant une masse critique. L'un d'eux reçoit 2,5 GY. 17 juin et 19 juin 97, Serov, Russie. Accident de criticité par erreur de protocole. Un expérimentateur seul assemble un cœur de plutonium avec un réflecteur de neutrons en cuivre. L'expérimentateur est soumis à 45 GY de neutrons et 3,5 GY de gamma lors du second accident et meurt dans la nuit, 66 heures après la première exposition. Ah oui, quand même. 30 septembre 99, Tokaimura, Japon. Accident de criticité par erreur de protocole. Des employés assemblent par négligence une masse critique d'une solution d'uranium dans le centre nucléaire de Tokaimura. 2 employés sont exposés à une dose létale. Exposition à une source radioactive. Moins connu, on a la possibilité de développer le syndrome après l'exposition à une source radioactive puissante, dont les emplois militaires mais aussi civils sont nombreux. Production stable, pérenne et transportable d'énergie, générateur thermoélectrique à radioisotope, stérilisation, soins du cancer, radiothérapie. Sur les 20 dernières années, avec l'augmentation des mesures de sécurité civile au niveau des installations nucléaires, c'est la principale cause du syndrome de radioexposition aiguë. L'exposition accidentelle peut résulter d'une erreur humaine ou d'un dysfonctionnement sur un site utilisant une radiosource. Il peut aussi surgir d'une exposition accidentelle de civils lors de la perte ou du vol d'une telle source. 10 de ces pertes de sources ont conduit à un syndrome d'irradiation aiguë parmi la population, avec un total de 23 décès dans la période 1945-2000. Attendez, je prends mon souffle là. Alors. Voici une liste chronologique des cas d'irradiation aiguë liés à des radiosources. 1960 URSS. Suicide. Ah oui. Par l'exposition à une source radioactive. Un individu se suicide en s'exposant à une source de césium-10 137. Il reçoit 15 SV. Il y a même plus judicieux comme suicide. 1961 Suisse. Exposition à une peinture radioactive. Une personne meurt après avoir reçu 3 SV d'une peinture contenant du tritium. 1962 Mexico. Mexique. Exposition du public à une source de radiographie industrielle. 4 personnes sont exposées à une source de cobalt 60 de radiographie industrielle et reçoivent des doses létales allant de 9,9 à 52 GY. 11 janvier 63, Salian, Chine. Exposition à la suite d'une perte de déchets nucléaires. La source 60 CO est retrouvée dans une décharge. 2 personnes reçoivent environ 8 SV et meurent dans les 2 semaines. 1964, République fédérale d'Allemagne. Exposition à une peinture radioactive. L'exposition de la peinture contenant du tritium conduit à la mort d'une personne, 10 GY, et à un syndrome d'irradiation aiguë chez 3 autres. 1968, Chicago, États-Unis. Exposition à une source radioactive. Une personne s'expose à une source d'or 198, reçoit 4 à 5 GY à la moelle osseuse et en décède.
1971, Shiba, Japon. Exposition à la suite de la perte d'une source de radiographie. Une source d'iridium 1192 destinée à de la radiographie industrielle est perdue. 3 ouvriers développent un syndrome d'irradiation aiguë. 1972, Bulgarie. Suicide par exposition à une source radioactive. 1974, New Jersey, États-Unis. Exposition à une source de rayonnement gamma dans une entreprise d'irradiation. Une personne reçoit une dose d'environ 4 GY et survit au syndrome. 1975, Stimos, Italie. Exposition à une source de rayonnement gamma dans une entreprise d'irradiation. Une personne reçoit 12 GY et décède. 1072, Győr, Hongrie. Exposition à une source radioactive. Une personne exposée accidentellement à une source industrielle reçoit 1,2 SV et présente un léger syndrome d'irradiation. 1077, Rockaway, j'aime bien le nom de la ville, États-Unis. Exposition à une source radioactive. Un employé d'une entreprise d'irradiation reçoit accidentellement 2 SV d'une source de cobalt 60 et développe un syndrome d'irradiation aiguë. C'est bizarre quand même. Genre, le gars il reçoit 1,2, c'est léger, et le gars il reçoit 2, c'est aigu. C'est pas logique, ça va. 1978, Algérie. Exposition à la suite d'une perte de source d'irradiation industrielle. 4 personnes développent le syndrome d'irradiation aiguë et y survivent. 2 septembre 82, Gjeller, Skedsmo, Norvège. Exposition à une source d'irradiation industrielle. Un employé d'une usine d'irradiation s'expose accidentellement à une source de cobalt 60. Il tombe malade dans la demi-heure. Il meurt 13 jours après d'une dose estimée à 22 SV. 1983, Ciudad Juárez, Mexique. Exposition à la suite d'une perte d'une source de radiothérapie. La source de cobalt 60 expose 5 personnes à des doses de 3 à 7 GY et 75 autres à des doses de 0,25 à 3 GY. Certaines développent le syndrome d'irradiation aiguë et y survivent. 1984, Maroc. Irradiation accidentelle par une source de radiographie industrielle. La source d'iridium 1192 provoque le décès de 8 personnes au grand public. Par exemple, de défaut de confinement. 12-27 septembre 87, Goiânia, Brésil. Exposition du public à la suite d'une perte de source de radiothérapie. Des personnes de Goiânia tombent malades et on pense au début à une maladie tropicale avant de diagnostiquer le syndrome d'irradiation aiguë. Elle avait été trouvée et avait circulé entre plusieurs mains. Les doses reçues vont de 1 à 7 GY. 5 personnes meurent des suites d'une radiation de 4,5 à 6 GY. 3 présentent un syndrome sévère et 6 autres des problèmes hématopoïétiques. Des cas de dépression sont observés. Intéressant. 1989, San Salvador, Salvador. Exposition à une source d'irradiation industrielle. Une personne meurt des suites d'une exposition à 8 GY. Deux autres survivent à 2,9 et 3,7 GY. Juin 90, Shanghai, Chine. Exposition accidentelle à une source de stérilisation industrielle. Dans une usine de stérilisation, des ouvriers s'exposent accidentellement à une source de cobalt 60. 2 meurent des suites d'une irradiation à 11-12 GY. 5 autres reçoivent de plus de 2 GY et tombent malades. 1986, Kaifeng, Chine. Exposition à une source radioactive. 2 individus reçoivent 2,6 et 3,2 SV d'une source de cobalt 60 et développent le syndrome d'irradiation aiguë. 24 juin 86, Sorek, près de Yavne, Israël. Exposition accidentelle à une source de stérilisation industrielle. Un opérateur d'une entreprise de stérilisation à Sorek, Israël, s'expose par inadvertance à une source radioactive de cobalt 60 et meurt 36 jours après. 26 octobre 91, Niazvidj, Biélorussie. Exposition accidentelle à une source de stérilisation industrielle. Un opérateur d'une usine de stérilisation s'expose par inadvertance à une dose de 12,5 SV. Il survit au syndrome hématopoïétique, sa descente intensive, mais décède au bout de 4 mois. 92, Tamiku, Estonie. Exposition à la suite d'une perte de déchets radioactifs. Une personne décède des suites d'une irradiation de 4 GY. 1999, Istanbul, Turquie. Exposition à la suite d'une perte de source de radiothérapie. 10 personnes développent le syndrome d'irradiation aiguë. Aucune meurt, j'imagine. 13 septembre 99, Grozny, Russie. Exposition lors d'un vol de sources radioactives. Des voleurs dérobent des sources de cobalt 60. 3 meurent, dont l'un en une demi-heure. 3 autres tombent malades. Putain, une demi-heure. Une demi-heure, c'est... Oh, bah à peu près... 2 fois la vidéo, voilà. Janvier-février 2000, Samut Prakan, Thaïlande. Prakan.
Thaïlande. Perte de sources radioactives. Une source médicale de cobalt-60 tombe lors d'un transport et est décelée. 3 employés meurent et 7 autres tombent malades avec des doses de l'ordre de 2 SV ainsi que des brûlures graves pour certains. Juin-juillet 2000, mythe alpha, Égypte. Égypte, bien sûr. Égypte. Perte de sources radioactives. Un employé trouve une source radioactive d'iridium 192 et la ramène chez lui. 7 personnes tombent malades, dont 2 meurent. Des dizaines de voisins présentent des modifications mineures de la formule sanguine. Putain, il est complètement con ce mec. 2001-2002, l'IA, Géorgie. Vol de sources radioactives. Des sources de 90 strontium servant de générateurs thermoélectriques à radioscope sont volées. 3 personnes développent le syndrome d'irradiation aiguë. 2006, l'ancien agent russe Alexandre Litvinenko est empoisonné avec une source de polonium 210. Hospitalisé à Londres, il décède le 23 novembre 2006 des suites de son empoisonnement. Autre accident, 1967, Pittsburgh, États-Unis, irradiation dans un accélérateur de particules. 3 personnes reçoivent 1 à 6 GY sur le corps entier. 1991, Forbach, France. Ah bah, vous savez bien qu'il y a un truc qui arrive en France, hein, c'était pas encore arrivé. Exposition à une source d'irradiation dans un accélérateur de particules industrielles par suite de négligence de la part de l'employeur. Une personne reçoit 1 GY sur le corps entier. Atteinte d'un syndrome d'irradiation aiguë, elle décède 16 ans plus tard. Oui, mais 1 GY, c'est pas vraiment beaucoup. Si, ouais, c'est un petit peu quand même. Oh merde. Ok. Cas dans des œuvres de fiction. Parce que les fictions, c'est cool. Le drame des Hibakusha, après les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, et la menace d'apocalypse qui planait lors de la guerre froide, furent une source d'inspiration pour les romanciers et cinéastes. Aussi, de nombreuses œuvres de fiction traitent elles de l'irradiation aiguë, que ce soit sous un jour réaliste ou fortement romancé. Les œuvres les plus marquantes sont USS Charleston, on the beach en anglais. Beach. Alors je baille, attention. Est un roman post-apocalyptique de l'écrivain britannique Neville Shute, adapté au cinéma en 1959, Le Dernier Rivage, et un téléfilm en 2000. Il décrit la vie de différentes personnes en Australie qui attendent l'arrivée d'un nuage radioactif mortel provenant d'une guerre nucléaire dans l'hémisphère nord. À la fin, tout le monde se suicide ou meurt d'irradiation aiguë. En fait, la durée de vie de nuages radioactifs dans l'ouvrage est exagérée. Alas Babylon est un roman des années 60, écrit par Pat Frand, qui décrit les effets d'une guerre nucléaire sur une communauté fictive de Fort Repose en Floride. Le film de Lynn Littman, Le Dernier Testament, ou Testament, de 1983, suit une famille de banlieue frappée d'irradiation aiguë lors d'une attaque nucléaire soviétique sur San Francisco. En 1983, Le Jour d'après, qui est un film plutôt connu, décrit les effets consécutifs à une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS, principalement du point de vue des habitants de Lawrence, Kansas. De nombreux personnages y meurent de maladies des rayons, en particulier on y voit la perte des cheveux. Le film Le Mystère Silkwood d'Alice Harlan et Nora Ephron, 1983, trace le portrait de Karen Silkwood, une métallurgiste sur une entreprise de traitement de plutonium qui a été sciemment contaminée, torturée psychologiquement et peut-être tuée pour l'empêcher de révéler des violations patentes des mesures de sécurité sur le site. En 1984, le téléfilm de Mike Jackson Freds suit 2 familles de Sheffield et leurs enfants dans les suites d'une attaque nucléaire soviétique. De nombreux personnages y meurent d'irradiation aiguë, de cancer et présentent des malformations. Ceux qui survivent vieillissent de façon prématurée. Les scénaristes du film dramatique Edge of Darkness, BBC 1985, ont effectué des recherches sur la maladie des rayons et se sont assurés que les personnages Ronald Crane, Bob Peck et Darius Jedburgh, Jordan Baker, présentent des symptômes réalistes. Les Maîtres de l'Ombre, Roland Joffe 1989, est une dramatisation de l'effort de construction sur la première bombe nucléaire par les Américains durant la Seconde Guerre mondiale. Michael Merriman, John Cusack, fut mortellement irradié lors d'un accident de criticité. Le personnage se fonda sur l'histoire de Louis Slotin, qui est mort des suites d'un accident de criticité au laboratoire national de Los Alamos, dont on avait parlé tout à l'heure. Le film de Shohei Imamura Pluie Noire, de 1989, traite des suites du bombardement atomique d'Hiroshima. L'île fait référence à la pluie noire composée des retombées nucléaires qui s'est abattue sur la ville après le bombardement. Il se fonde sur le livre éponyme de Masuji Ibuse. Dans le roman graphique When the Wind Blows, de Raymond Briggs, un couple de seniors est exposé aux retombées d'une guerre nucléaire.
La seconde partie de l'histoire traite principalement des effets de l'irradiation et de l'interprétation des symptômes comme choc post-traumatique. Le thriller de Joseph Nos Alamos de 1985-95 propose une version romancée de l'accident de Harry Daghlian Jr. Dans la série télévisée 7 jours pour agir, les victimes d'une fuite radioactive dans un sous-marin nucléaire soviétique endommagé sont montrées pâles et malades. Dans le feuilleton télévisé 24 heures chrono, deuxième saison, le personnage principal George Mason inhale une dose létale de plutonium présent dans l'air. Face à une mort imminente, il sacrifie sa vie en déviant dans le désert des Mojaves une bombe atomique dirigée sur Los Angeles. Dans la série télévisée Stargate CSG-1, le personnage Daniel Jackson est soumis à une dose radioactive massive d'environ 12 SV en désamorçant une bombe nucléaire sur une autre planète. On lui accorde une permission pour retourner mourir du syndrome d'irradiation aiguë sur sa planète. Le film K-19, Le piège des profondeurs, Catherine Bigelow, 2002. Je baille, bonjour. Montre les événements réels du sous-marin soviétique K-19 dont 7 membres d'équipage ont souffert d'empoisonnement radiatif en passant de 10 à 20 minutes à réparer le système de refroidissement du réacteur. Le groupe international Tag 26 d'Andreas Samland, 2002, décrit la vie de 2 survivants d'un désastre nucléaire non spécifié. L'un d'entre eux ayant une combinaison percée, le menant à une mort assurée. Dans le film La somme de toutes les peurs, Phil Alden Robinson, 2002, à la tête du roman éponyme de Tom Clancy en 1991, un arabe et son fils découvrent une bombe atomique israélienne perdue dans le désert du Sinaï. Par la suite, le personnage meurt du syndrome d'irradiation aiguë pendant qu'il est interrogé par un agent secret américain. Le film russe Lettre d'un homme noir de Konstantin Lopushansky, 1986, année de la catastrophe de Tchernobyl, décrit le combat de survivants dans un monde post-apocalyptique. La plupart des personnages meurent progressivement du syndrome d'irradiation aiguë. Et enfin, le plus connu, les jeux vidéo de rôle sur PC Fallout et Fallout 2 se déroulent dans les États-Unis dévastés par une guerre nucléaire. Le jeu a la particularité de gérer le niveau d'irradiation en tant que statistique du personnage, ensuite les statistiques traditionnelles comme l'empoisonnement, les fractures, etc. L'irradiation a des conséquences sur les points de vie et les caractéristiques du personnage qui peut mourir au-delà d'un certain seuil. Pour le faire baisser, le personnage doit absorber un Radaway, une solution chimique fictive par intraveineuse qui traverse le système du corps humain et qui finit en évacuant l'irradiation via l'urine. Dans la série télévisée Dr House, un patient du Dr House souffre du syndrome d'irradiation aiguë et présente une immunodéficience sévère. Saison 2, épisode 5. Dans la série télévisée Battlestar Galactica, des humains laissés sur une planète après une bataille nucléaire doivent s'injecter des produits anti-radiation afin de survivre. Dans la série télévisée Star Trek, l'empoisonnement par radiation d'origine nucléaire ou autre est un thème récurrent. Dans le film Star Trek Premier Contact, l'humanité connaît un holocauste nucléaire après la Troisième Guerre mondiale, déclenché par une coalition de nations ennemies des États-Unis. 600 millions d'hommes et de femmes sont tués et de grandes villes sont détruites. Une période d'horreur post-atomique s'ensuivra dans certaines régions de la planète. L'anticonnexion au niveau de la physique, c'est la radioactivité, le rayonnement bêta, la dose radioactive des grès, donc de GY et des rad. Le rayonnement ionisant, le rayonnement alpha, l'équivalent de dose sievert REM, rayonnement gamma. Au niveau des effets biologiques, les sieverts, les effets déterministes, les faibles doses d'irradiation, les doses équivalentes, les échelles et effets de dose de radiation, équivalent de dose efficace, pollution radioactive, radiothérapie à l'iode 131. Au niveau de l'explosion atomique, bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki et Castle Bravo. Au niveau des accidents nucléaires, on a la catastrophe de Tchernobyl, Tokaimura, les accidents de criticité et la liste d'accidents nucléaires. Au niveau de l'énergie nucléaire, on a centrale nucléaire, réacteur nucléaire, arme atomique, débat sur l'énergie nucléaire. Ouvrons sur le jeu général. Les accidents dus au rayonnement ionisant, 2007, Jean-Claude Neno et Patrick Gourmelon. ISRN 2779 FR. La dosimétrie cytogénique de l'accident d'irradiation de P voisin, M Bedoritier, V Chambrette, M Claraz, M Delbos, V Durand, L Payol, L Roy et L Soricunet Durme. Radioprotection 2000, vol 37, No 1, page 27 à 40. L'accident d'irradiation, 1950-2000, leçon du passé, radioprotection 2001, volume numéro 36, numéro 4, page 43, 1 et 450. Suite bombardement nucléaire, Hiroshima 2007-2005, John Hershey, l'explosion d'Hiroshima 2000, Maurice.
Au niveau de l'onglet Hiroshima Diary, 1955, Michiko Ashiya. Effect of Atomic Radiation, 1995, William Schull. The Experience Nuclear, Killer Our Own, The Disaster of America's Experience with Atomic Radiation, 1982, Harvey Westerman et Norman Solomon. The Accident, 1955, Dexter Masters, Ouvrage en médecine et de prévention, Action biologique et chimique des rayonnements ionisants, une introduction, de 2002, de Betty Lquin. Irradiation, 1998, Geoffrey Lynn et Programme des Nations Unies pour l'environnement. Biologie de l'action des rayonnements ionisants, 1997, Christiane Ferradini. Medical Management of Radiation Accidents, Manual on the Acute Radiation Syndrome, 2001, Theodore Fildener. Syndrome aigu d'irradiation, les atteintes du syndrome gastro-intestinal, de M. Griffiths, I. Dublino, F. Lebrun, Célinard, P. Monti, C. Picard, Pescanf et J. Ekpers. Radioprotection, volume 37, numéro 2. Et on a fini cet article qui a duré 1h20. C'était long. Au revoir.